Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, polar plus précisément, avec La Bête de Miséricorde de Frederick Brown. Et pour le coup, il vaut mieux que je vous prévienne, hein. J'ai hésité sur le format adopté pour cette chronique, mais finalement, voilà, j'ai préféré faire un compte-rendu bourré de spoilers. Donc voilà, méfiez-vous, mais je vous préviendrai quand ça commence, mais après ça durera jusqu'à la fin. Donc, voilà, finalement. Je crois que mes quelques allers-retours en train durant l'été et plus si affinité s'accommoderont bien mieux de quelques chouettes polars ça et là que de la relecture de la au mieux médiocre légende de Hawkmoon. La quatrième de couverture du Dieu fou m'a beaucoup trop effrayé pour cela. Non que celle du roman qui va nous intéresser aujourd'hui soit forcément bien meilleure, elle contient des erreurs étranges. Dans ce genre que je connais fort mal, voire pas du tout, j'ai évidemment plein de choses à lire, dont quelques titres empilés au fil des ans dans ma bibliothèque de chevet et qui ont pris la poussière depuis, c'est scandaleux. Aujourd'hui, Frederick Brown, un maître à n'en pas douter. Je l'avais découvert avec ses œuvres de science-fiction, d'abord les romans Martian Go Home et l'univers en folie, puis ses excellents recueils de nouvelles en folio SF. J'avais, il y a fort longtemps, évoqué sur ce blog Fantômes et Farfafouilles, Lune de miel en enfer et Une étoile m'a dit. Car c'est notoire, l'auteur a tout particulièrement excellé dans la forme courte, et même le cas échéant, vraiment très très courte. Il figure à n'en pas douter au pinacle des auteurs de short. Mais Frederick Brown n'a certes pas œuvré que dans la science-fiction, ayant régulièrement livré des polars de très bonne facture. Une dimension de l'auteur que je n'ai découverte que plus tard, quand le roman déjanté Rouge-Gueule de Bois de Léo Henry m'a incité à lire La Fille de Nulle Part, que j'avais beaucoup aimé, et qui est très lié, ai-je l'impression, à La Bête de Miséricorde dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai également lu un peu plus tard La Nuit du Jabberwock, qui est bien un polar, en dépit de son titre Lewis Carrollien, pas gratuit pour autant, et qui m'avait parfaitement convaincu sur le moment, mais dont je n'avais guère conservé de souvenirs, je dois bien le reconnaître. La Bête de Miséricorde est un autre fameux titre de Frederick Brown dans le registre du roman noir. Une quatrième de couverture aguicheuse, mais en fait un brin douteuse, m'avait incité à en faire l'acquisition il y a fort longtemps de cela, mais ce n'est donc que maintenant que j'ai trouvé le temps de le lire. On notera pour la forme que le roman a été adapté au cinéma et francisé par Jean-Pierre Mocky en 2001, mais je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. J'ai du mal avec le peu de Mocky que j'ai vu, j'avoue. Je m'en tiendrai donc ici à l'œuvre originale, le roman, publié en anglais en 1956. La Bête de Miséricorde avait été traduit en français une première fois en 1967 par Jean-François Crochet, bizarrement chez Dupuis, que nous connaissons plutôt comme éditeur de BD gravitant autour de Spirou, etc. Sous une couverture avec une accroche parfaitement racoleuse et improbable au passage. Cette même traduction avait été reprise en 1980 chez Néo. Mais on a appris à se méfier des traductions françaises un peu poussiéreuses dans le genre policier, et à vrai dire au moins autant en SF si l'on n'en parle pas ici. Il y a plusieurs syndromes, souvent associés à la série noire, mais en fait endémiques dans l'édition de genre alors. Les coupes sèches par l'éditeur ou le traducteur lui-même, et parfois très conséquentes, les erreurs de compréhension veux-tu en voilà, débouchant parfois sur des passages surréalistes, et autres soucis typiques du travail de traducteur quand il n'est pas exactement accompli dans les meilleures conditions, ou encore la localisation du style qui en rajoute dans le vieillissement, quand les policiers ricains, les inspecteurs divisionnaires ricains des années 50 parlent tous comme des personnages d'Audiard, Cave et Grisby à tous les étages. Ce genre de choses. Quand Moisson Rouge a lancé le projet de rééditer La Bête de Miséricorde, Emmanuel Payet a donc compulsé parallèlement le roman original et la traduction française de 1967. Au premier abord, c'était semble-t-il bien mieux que ce que l'on pouvait craindre. Pas de coupe drastique, pas de confusion majeure, une langue fluide et propre. Sauf que, bizarrement, c'était peut-être un peu le problème. Emmanuel Payet semble avoir rencontré une unité de ton guère à propos dans ce roman choral, et plus généralement une tendance à enjoliver le texte tout en aseptisant l'expression, ce qu'il suppose être le résultat des exigences d'un éditeur qui, via la BD et notamment Spirou, était habitué des contraintes particulières des publications destinées à la jeunesse. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Mais La Bête de Miséricorde ne relève certainement pas de ces dernières. Sans être ordurier, pas le moins du monde en fait, c'est un roman dur, avec une thématique sociale marquée qui envisage des sujets parfois rugueux, alcoolisme, racisme, violence conjugale, avec des protagonistes adaptés et bien caractérisés. Et les flics de l'Arizona en 1956 ne disaient probablement pas sa perlipopette, même ceux d'ascendance mexicaine. Il y avait donc bien un travail de retraduction à effectuer,
simplement d'un ordre différent de ce à quoi on pouvait s'attendre afin de coller bien davantage au ton de l'original, ce qui fait partie du style de Brown, par ailleurs limpide et sans fioritures. Probablement pas là où il brille le plus, mais du moins fonctionnel, et c'est bien l'essentiel. La préface d'Emmanuel Payet est très intéressante à cet égard. Mais sa nouvelle traduction est-elle irréprochable? C'est un terrain sur lequel je préfère ne pas m'aventurer, même si j'ai cru relever ça et là quelques bizarreries qui m'ont fait hausser le sourcil. Ceci dit, je suppose que le ton est bien là, rugueux parfois donc, pas édulcoré, mais connaissant des variations au fil de la succession des narrateurs. C'est un roman choral, à la première personne, chaque chapitre ayant son propre narrateur. Sauf erreur, ils sont 5 à alterner. Et le rendu de leur personnalité est assez convaincant. Je ne sais pas s'il serait finalement si pertinent que cela de dire que Frederick Brown était plus un nouvelliste qu'un romancier, même si on l'a souvent affirmé. Je suis porté à le croire, mais malgré un certain nombre de lectures tout de même, je ne me sens pas assez compétent pour en juger. Cependant, l'écrivain visiblement roublard a pu user dans ce roman de méthodes pouvant faire penser à son art de nouvelliste. Le premier chapitre en est à vrai dire une démonstration éloquente, presque une leçon. Bien sûr, il y a tout d'abord ce goût de l'attaque en force. Le roman s'ouvre sur ces mots. En fin de matinée, je trouvais un cadavre dans mon jardin. Pas de chichi, c'est du direct. Je, ici, c'est un certain John Medley, paisible retraité qui vit seul dans une maison tout ce qu'il y a de banal, sise à Tucson, Arizona, ce quand bien même il touche de temps à autre quelques revenus issus de la spéculation immobilière. Le vieux bonhomme un peu excentrique et un grand amateur de musique classique prévient alors la police et 2 inspecteurs se rendent sur place, Fern Cahan, un bonhomme pas très fin mais probablement bien plus que ce que l'on croit, et Frank Ramos qui a le mauvais goût d'être tout à la fois flic, érudit et d'origine mexicaine, ce qui fait beaucoup trop pour un seul homme. Demandez donc au capitaine Walter Pettyjohn ce qu'il en pense. Oui, c'est bien un cadavre, pas de papier, rien sur lui, tué d'une balle dans la nuque. Monsieur Medley n'a rien entendu? Non, même pas le bruit d'un pot d'échappement qui pétarade ou ce qu'il aurait pu confondu quand elle. Mais c'est vrai qu'il écoute de la musique sur sa chaîne haute fidélité assez fort. Et puis il y a ces avions en réaction qui volent bas, la base militaire est toute proche. Bien, ce sera tout pour le moment. Le temps d'embarquer le cadavre et de faire le tour du voisinage, relativement distant, et les 2 policiers s'en vont. Et c'est alors que John Medley confesse au seul lecteur, à la première personne, à demi-mot et pourtant sans ambiguïté, qu'il est l'assassin. Dans un ultime paragraphe comme la chute d'une nouvelle, mais d'une manière étonnamment habile et plus qu'intrigante. D'aucuns se sont plaints, semble-t-il, de ce que l'identité du coupable soit aussi rapidement dévoilée, mais ce n'est clairement pas le propos. S'il n'est pas du tout un whodunit, le roman de Frederick Brown est bien davantage un howdunit et peut-être surtout un whydunit. Même avec un petit bémol, j'y reviendrai. Ceci étant, seul le lecteur sait donc ce qu'il en est à ce stade. Les policiers n'en ont pas idée. Car Medley est un charmant petit vieux, peut-être un peu excentrique, oui, mais tout ce qu'il y a d'aimable, en tant que tel, impossible à soupçonner. Pour Fern Cahan ou pour le capitaine Walter Pettyjohn, cela relève de l'évidence. Mais Frank Ramos est d'un autre avis. D'emblée, il trouve louche ce Medley, au point où sa suspicion se mue en obsession. Bah, rien d'étonnant à cela, sans doute. Ramos est un intello aux idées bizarres. Bon. Plaçons ici à tout hasard la balise spoiler, et il y en aura d'autres plus loin dans cette chronique jusqu'à la fin, alors tenez-vous-le pour dit si jamais. Ramos se trompe, donc c'est obligé. D'ailleurs, voyez la victime, bientôt identifiée comme étant un certain Stifler, qui ne s'était installé à Tucson que depuis 4 mois à peine. Un pauvre homme. En dépit de sa confession catholique, dans son Allemagne natale, les rois de Nuremberg le qualifiaient de juif, et il a passé 10 longues années dans les camps de la mort. Tu parles d'une enfance et d'une adolescence. Mais oui, la guerre, c'était il y a 10 ans seulement. Depuis, il avait émigré au Mexique, où il s'était rapidement marié et avait eu des enfants. Les affaires ont bien tourné pendant un temps, beaucoup moins bien ensuite. Alors il a à nouveau émigré, aux États-Unis cette fois, à Tucson, Arizona, donc, au sein de la communauté mexicaine, relativement importante, et trouvé sur place un emploi passablement de complaisance auprès d'un compatriote, c'est-à-dire un Allemand cette fois. C'est que la vie avait toujours été dure pour le pauvre Stifler. Et il n'en avait hélas pas fini. Il y a très peu de temps, lors d'un accident de la route, il a perdu sa femme et ses enfants. Lui seul a survécu, indemne, et d'autant plus rongé par le sentiment de sa responsabilité dans le drame. Depuis, lui, qui n'était guère liant déjà, est devenu plus asocial encore, jusqu'à ce qu'on retrouve son cadavre dans le jardin de John Medley. À tout prendre, voilà un homme qui avait toutes les raisons de mourir, de se suicider, disons-le. Mais ça ne peut pas être un suicide. Une balle dans la nuque? Avec quelques contorsions, ce n'est pas inenvisageable. Mais l'arme alors? On n'a pas retrouvé de pistolet à côté du cadavre.
Mais il y a bien des moyens d'expliquer sa disparition, sans même se limiter aux seules inventions les plus saugrenues des auteurs de romans policiers. Le revolver attaché à la patte d'un hibou que la détonation fait s'envoler, sérieux? Oui, un suicide. Un suicide bizarre, mais un suicide. Et c'est ici qu'intervient le bémol dont je parlais tout à l'heure concernant la qualification de whodunit. Je suppose qu'elle demeure valable car l'appréhension du mobile dans toute sa complexité est une dimension essentielle du roman jusqu'à sa toute fin. Mais ne nous leurrons pas, ou plutôt je vais tâcher de ne pas me leurrer moi-même, même si je suis très naïf et bon public, aussi ai-je joué le jeu de l'auteur en m'accordant au rythme soigneusement conçu de ses révélations. Un lecteur moins naïf ou moins bon public dispose à ce moment-là de bien assez d'éléments pour piger le truc. Depuis quelque temps en fait, voire depuis longtemps, voire depuis le tout début. Mais est-ce un problème? Non, parce que le roman, très habilement, dérive alors dans une autre direction, celle d'une tragédie en forme de piège inéluctable. Et ce n'est plus alors sur le mode classique de l'enquête policière, la résolution de l'énigme qui compte vraiment, absolument pas, mais bien plutôt la fatalité qui s'abat sur notre héros, Frank Ramos. L'intérêt du lecteur n'est plus entretenu via la surprise, le retournement de situation, etc., mais bien au contraire via l'expectation, l'anticipation morbide, inacceptable et pourtant inéluctable du pire. On pourrait dire que l'on passe du policier au thriller vu comme ça, pourtant ça ne me paraît pas être une qualification très pertinente. Roman noir a suffisamment d'ambiguïté et de connotation pour englober toutes les dimensions du roman. Le fait demeure, le lecteur qui se réjouissait de la lucidité de Ramos se met à anticiper la suite des événements et à redouter le pire pour ce personnage auquel il s'était attaché, jusqu'à la fin, comme un horizon plus que menaçant. Tandis que la dimension de drame social s'accentue sans cesse, contribuant à bouleverser l'économie du roman sans pour autant nuire à sa cohérence, parce que c'est une belle mécanique que la bête de miséricorde, conçue par un artisan madré. En effet, nous savons depuis le premier chapitre que John Medley est l'assassin, mais vers le milieu du roman au plus tard, pour qui n'aurait pas d'emblée pigé à la lecture du titre, nous savons également pourquoi, du moins dans les grandes lignes. Medley, qui tient en privé seulement un discours d'essence religieuse éventuellement confus, se considère comme étant cette bête de miséricorde. Il croit que Dieu lui désigne des cibles, qui sont des individus dont la souffrance est telle qu'il vaut bien mieux pour elles mourir au plus tôt, mais qui, justement pour des raisons religieuses le cas échéant, ne prendront jamais eux-mêmes leur vie. Car Dieu prohibe le suicide comme un abominable péché, et peut-être surtout pour les catholiques, on le dit, alors que les protestants ne sont pas forcément en reste. Les circonstances exactes du meurtre, ou de l'euthanasie comme Medley voit les choses, ceci près qu'il ne demande pas leur avis à ses victimes, restent encore à définir, mais le plus important est, à ce stade, acquis. Le lecteur a sans doute un peu d'avance sur Frank Ramos, dont les soupçons dès le départ s'avéraient bien fondés, mais qui parvient d'autant moins à les asseoir solidement que tout le monde dans son entourage ne cesse de répéter qu'il se trompe, et que Medley est juste un vieux bonhomme, certes un peu excentrique, mais tout ce qu'il y a d'aimable. La suspicion de Ramos est systématiquement dénoncée comme une obsession à deux doigts du harcèlement, au mieux. Au pire, un délire d'intello, puisque tel est le deuxième stigmate du policier après son ascendance mexicaine. Et c'est sans doute pourquoi, en dépit de ses soupçons, il est aveuglé un moment par des œillères. Il faudra que sa femme alcoolique, qu'il ne comprend pas le moins du monde, j'y reviendrai, exprime à sa place et comme en passant l'idée d'un tueur agissant par compassion, pour qu'il ouvre enfin les yeux sur la nature exacte de sa proie, sinon celle de son mariage, sans pour autant bien saisir qu'il est toujours un peu plus lui-même, et bien la proie de sa proie. Cette avance dont bénéficie le lecteur est justement ce qui rend le roman de plus en plus horrible, car quand nous en venons à comprendre sans plus l'ombre d'un doute pourquoi Medley tue, cela fait déjà un petit moment que nous voyons l'environnement de Frank Ramos se déliter, avec tous les signes d'un drame familial très proche, quand bien même banal, et qui pourrait très logiquement s'achever sur la conviction de Medley, et peut-être de Ramos lui-même plus ou moins consciemment, que le policier érudit à l'instar de Stifler a atteint le stade où il souffre trop, et où il vaudrait mieux pour lui mourir. Ceci alors même qu'il ne saurait, pour quelque raison que ce soit, se tuer lui-même. Et tout contribue à donner cette impression d'un piège qui se referme autour du héros du roman. Frank Ramos est un homme qui, du fait de l'atteinte de sa peau, subit bien des discriminations et préjugés de la part de ses compatriotes à Tucson, Arizona, dans les années 50. Mais ça, j'y reviendrai ensuite. Ici, le problème essentiel concerne le couple Ramos. Frank a épousé Alice il y a quelques années de cela. Ils ont sans doute été heureux, en tout cas ils ne le sont plus depuis longtemps. Alice a sombré dans l'alcoolisme et méprise toujours un peu plus son époux. Elle a une liaison avec un commerçant itinérant, un certain Clyde. Quand elle est lucide, elle n'attend qu'une chose, le courage de partir avec son amant loin de cette ville pourrie et de ce mariage insupportable, la pire de ses erreurs.
mais elle n'est pas toujours lucide. En fait, elle fait quelques vagues efforts pour se contrôler de temps en temps, mais au fond c'est en vain. Elle boit, cercle vicieux. Et Frank ne se montre pas à la hauteur, c'est peu dire. Époux depuis longtemps guère attentif et parfaitement aveugle à ce qui se passe au sein de son propre couple, tant pis pour le rusé inspecteur de police qui voit toujours juste dans ses enquêtes, il ne sait tout simplement pas gérer l'alcoolisme d'Alice, ce qui ne le rend pas très sympathique, même si on peut toujours éprouver pour lui une certaine compassion. Car il ne semble intervenir dans l'addiction de son épouse qu'au motif d'une façade de respectabilité qu'il entend bien maintenir contre vents et marées. Personne ne doit savoir ce qu'il en est. À part, bien sûr, le patron du bar le plus proche, pour lui, c'est trop tard. Seule la honte et l'embarras, à titre purement personnel, semblent motiver Frank. Il ne fait finalement rien pour comprendre la situation de sa femme, sa profonde douleur, le caractère insupportable de sa terne vie d'épouse délaissée et sans rien faire entre Madame Bovary et Desperate Housewives, mais version Bergman, disons. Il ne sait rien d'elle, et de ses angoisses et de ses désirs, autant dire qu'il s'en moque. Il ne sort plus Alice depuis longtemps, il ne lui parle guère, pas même au petit déjeuner, et il rentre tard tous les soirs. Le travail. Un travail qui contribue à agacer Alice, car elle sait très bien, elle, qu'un flic latino ne pourra de toute façon jamais faire carrière. C'est déjà un miracle qu'il ait pu quitter l'uniforme. Ce manque d'ambition revient souvent dans ses récriminations, sa frustration de ne pas pouvoir avoir d'enfant aussi. Mais Frank, visiblement, il ne perçoit rien de tout cela, et ça ne pourra pas durer éternellement. Si nous le savons, c'est du fait de la structure chorale du roman. Outre John Medley, le coupable, 3 autres des voix de la Bête de Miséricorde sont policières, Frank Ramos, Fern Cahan et leur capitaine Walter Pettyjohn. Mais Alice endosse également ce rôle de narratrice, et c'est très significatif, car avec elle nous sommes très loin de l'enquête sur la mort de Stifler. Le roman adopte alors une dimension de drame social qui lui est au fond aussi essentielle que sa dimension proprement policière. C'est qu'il ne s'agit pas d'une caractérisation à peu de frais, simplement censée donner de l'épaisseur au héros Frank Ramos pour en faire autre chose qu'un simple assemblage de neurones bien connectés, avec pour extension un bras tenant un revolver. Non, nous sommes vraiment ici au cœur du roman. Aussi habile soit-il dans ses procédés relevant du genre policier, il touche pourtant à quelque chose de profond et douloureux d'un autre registre qui saisit le lecteur aux tripes, et toujours un peu plus. Et c'est ici, je crois, que l'on peut établir une parenté marquée avec, au moins, la fille de nulle part, même si le nom de l'épouse de Frank peut ou pas renvoyer à la nuit du Jabberwock. En effet, la fille de nulle part met en scène un couple alcoolique qui, du fait de la bouteille, mais en sachant qu'elle n'est peut-être, probablement, à son tour qu'un symptôme, sombre dans la dépression et la misère, éventuellement le mépris et la haine, de soi et de l'autre. Frederick Brown, alcoolique notoire, a alors écrit des pages très fortes et très douloureuses sur son addiction, éventuellement reportées sur des personnages féminins, comme ici. La Bête de Miséricorde se montre probablement moins explicite et crue que la fille de nulle part à cet égard, mais c'est un roman au caractère dépressif marqué, dans cette dimension de drame social associée ouvertement à la thématique du suicide. C'est poignant, c'est terrible, et ça l'est sans doute d'autant plus que Brown sait jouer du ressenti de son lecteur, tout particulièrement au regard de l'image qu'il suscite de Frank Ramos, et qui casse la projection unilatérale du héros avec une admirable finesse. Mais le drame dépasse la seule cellule familiale en voie de dislocation rapide et douloureuse. La Bête de Miséricorde est aussi l'occasion de se pencher sur la société américaine dans un trou du sud-ouest des États-Unis, même un trou très relatif à l'échelle du pays. Tucson était déjà une ville de bonne taille et qui compte dans les 500 000 habitants aujourd'hui, en plein désert et à peine une dizaine d'années après la conclusion de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il est plusieurs fois fait allusion, notamment bien sûr via le personnage tragique de Stifler et ses 10 années pires que volées dans l'enfer des camps de concentration. C'était littéralement hier seulement. Le monde a déjà un peu changé. Medley est très content de sa chaîne haute fidélité et peste contre les avions en réaction. C'est qu'ils sont bruyants, mais ce sont tout de même de bien jolis appareils, c'est vrai. Mais il y a plus que cette seule culture matérielle, des traits caractéristiques d'un endroit et d'une époque, même de manière sous-jacente. Frederick Brown ne fait sans doute pas à proprement parler dans la chronique sociale ici, du moins il n'alourdit jamais son roman avec une analyse vaguement didactique du contexte de son intrigue. Il en traite par petites touches discrètes, mais significatives pourtant, et surtout moralement ambiguës, le plus souvent, si c'est bien le mot. Aucune thèse à marteler, simplement un regard lucide qui s'invite dans la narration pour l'accompagner avec subtilité, plutôt que pour la souligner. C'est a priori ici que la traduction originelle se montrait particulièrement infidèle, semble-t-il, car beaucoup trop contournée et aseptisée par la même occasion. Ainsi notamment du racisme, au sens large, avec le personnage de Frank Ramos, le héros du roman à mains égards, qui est donc latino.
Je ne sais pas si c'était courant à l'époque, dans les romans policiers j'entends, pas dans la vraie vie. Et je dois avouer que tout au long de ma lecture, j'avais un peu injustement en tête l'image de Charlton Heston grimé en mexicain dans La soif du mal d'Orson Welles, qui sortirait sur les écrans 2 ans plus tard. L'ascendance mexicaine du personnage a un impact assez profond sur lui, mais peut-être pas tant à titre personnel que dans le regard des autres et leur comportement éventuellement maladroit à son égard. Alice a sans doute raison de douter que Frank puisse jamais faire carrière, mais c'est comme si lui-même s'en moquait. Il sait par ailleurs qu'il a son utilité dans la police de Tucson en tant qu'élément pouvant approcher la communauté mexicaine, assez imposante dans les quartiers populaires. Ses collègues semblent baragouiner au mieux 2-3 mots d'espagnol. Mais Frank a bien affaire à des préjugés raciaux, comme les autres Mexicains de Tucson, guillemets ou pas. La plupart du temps, c'est sur un mode, disons, mineur et probablement inconscient de la part de ses interlocuteurs, tout particulièrement au sein de la police municipale. Fern Cahan, son binôme, est sans aucun doute un bon bougre, pas toujours très malin peut-être, surtout en comparaison, mais ils s'entendent très bien. Le capitaine Walter Pettyjohn aimerait bien de temps en temps remettre à sa place son subordonné Ramos, mais pas au point où ses préjugés l'empêcheraient d'admettre que c'est un très bon élément. Reste que Ramos n'est pas comme eux. En fait, ce qu'on lui reproche, plus ou moins consciemment là encore, c'est peut-être surtout de ne pas se conformer aux clichés du Mexicain que les Caucasiens du coin ont entretenu depuis des décennies. Un Mexicain qui est aussi un bon flic, c'est difficile à admettre. Un flic mexicain qui est aussi visiblement plus intelligent et incomparablement plus cultivé que ses collègues et supérieurs plus palichons, c'est tout bonnement inacceptable. Alors on ricane de l'intello, de l'érudit, ce qui évite de ricaner directement de son bronzage. Une précaution qui n'est pas toujours de mise quand il s'agit d'envisager d'autres Mexicains avec leur lot de clichés, y compris en bonne place leur nécessaire catholicisme forcément un peu bizarre. Mais le roman se montre narquois à cet égard d'une certaine manière. Le Mexicain du roman, outre Ramos qui est tout à fait américain, est la victime. Et cette victime est un immigré allemand, comme un certain nombre d'habitants de Tucson à vrai dire, mais qui avait déjà dû faire face à ce que les préjugés raciaux peuvent avoir de plus terrible et absurde en étant envoyé gamin dans les camps de concentration au motif d'une grand-mère vaguement juive. Son baptême n'y avait rien changé. Et c'est en fait ici que Ramos, à l'occasion, cesse de se contenir, comme s'il avait trop longtemps vécu en Mexicain aux États-Unis pour s'offusquer encore des préjugés de ses compatriotes concernant les Latinos, mais pouvait par contre se sentir plus libre d'exprimer sa colère quand d'autres communautés étaient stigmatisées, en l'espèce les Juifs. Quant à un personnage assez répugnant, une secrétaire pas très futée du nom de Rhoda Stern, s'étend tout naturellement sur la solidarité interne de ces gens-là, euphémisme pour dénoncer la nécessaire corruption des Youps. Là, Frank s'énerve, plus ou moins, il n'est pas du genre à se répandre en éclats de voix. Mais c'est alors la réaction de son binôme Fern Cahan qui est véritablement éclairante. Et comment il s'est mis en rogne contre cette Rhoda Stern au chantier? D'accord, les préjugés raciaux, ça le touche, et je le comprends, hein, mais on ne peut pas détester les préjugés au point où on arrive à avoir des préjugés contre tous ceux qui ont des préjugés, parce que des préjugés, tout le monde en a, certains le cachent, c'est tout. Une manière bienvenue de témoigner de l'incompréhension fondamentale du problème par les petits blancs très très vaguement waspes du coin, même les plus sympathiques d'entre eux, car Fern est, en n'a pas douté, quelqu'un de très aimable donc, qui n'aime pas les noirs. Mais tout ceci n'intervient donc que par petites touches, n'appelant pas d'explications détaillées. C'est également vrai d'une seconde question de société, mais plus difficile à appréhender pour le coup. Et c'est le machisme endémique qui semble impliquer les violences faites aux femmes comme un mode normal de résolution des conflits au sein du couple. En fait, tout le monde semble convaincu que c'est parfaitement normal. Et ça vaut pour Frank et Alice. Frank pourtant ne bat pas sa femme, il n'a jamais levé la main sur Alice. Mais il se demande dans ces nuits éprouvantes où il doit attendre que sa femme s'effondre au comptoir du bar du coin pour la ramener au foyer sans trop faire de scandale en public, s'il ne devrait pas le faire. Partout autour de lui, c'est ainsi qu'on semble procéder. Et un flic, comme il le dit lui-même, est quotidiennement confronté à ce genre d'affaires qu'il trouve assurément un peu moche, mais qui semble normal à bien d'autres. Peut-être les violents ont-ils raison alors. Quelques baffes pourraient régler le problème et bénéficier à Alice en la remettant en place. Il paraît se poser sincèrement la question. Et, chose terrible, c'est peut-être seulement au regard de ce critère absurde qu'il pourrait envisager d'admettre qu'au fond il ne prête pas vraiment attention à sa femme. S'il l'aimait vraiment, il la battrait. Ça serait mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Pas facile à digérer ce genre de discours, et peut-être encore moins quand c'est Alice elle-même qui le tient. À plusieurs reprises, elle semble espérer que Frank la batte un jour. Ses motivations demeurent floues, et cela peut aller de la pseudo-grivoiserie masochiste tout à fait malvenue, mais dont le genre n'est certes pas avare,
au prétexte utile pour quitter son mari, avec, entre les deux, 1000 avatars de la femme au foyer américaine délaissée par son mari et qui s'ennuie. Vraiment une dimension du roman pas facile à appréhender, sans doute parce qu'elle ne s'exprime qu'au travers des personnages eux-mêmes, sans contrepoint objectif. Ce n'est pas très confortable de s'insinuer dans une psyché de ce type. Mais tout cela se mêle habilement à l'intrigue policière pour lui conférer un fond appréciable, discret mais fort. La dimension sociale et intime de la tragédie la rend plus redoutable encore. En fait, on s'inquiète probablement davantage pour Frank Ramos, du fait même de son rôle ambigu au sein de son propre couple, car l'on sait que c'est ici que tout va dégénérer. Le roman est bien devenu un piège pour son héros, qui se déclenche enfin, provoquant une avalanche aux conséquences inévitables. Ou pas. Car la toute fin du roman me laisse un peu perplexe. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Cela ne suffit bien sûr pas à amoindrir la note globale du roman que j'ai dévoré avec anxiété et passion, comme le remarquable page-turner qu'il est à l'évidence, le fruit d'un auteur qui sait son métier et suffisamment pour ne pas se complaire dans la bête formule. Mais cette fin... Disons-le, une fois que j'ai pris conscience de ce piège dans lequel était tombé Frank Ramos, la conclusion du récit ne faisait plus guère de doute à mes yeux. Frank finirait au fond du seau, largué par sa femme et confronté brutalement à son aveuglement et à son absence d'empathie. Dès lors, il lui faudrait mourir, sinon de sa main, plus probablement de celle de John Medley, sa némésis et son sauveur. Pas un problème à mes yeux, loin de là, puisque le roman à ce stade jouait donc de l'anticipation du drame par le lecteur. Sauf que ce n'est pas ce qui se produit. Nous voyons dans ces toutes dernières pages Frank Ramos se rendre seul chez John Medley. La confrontation attendue a bien lieu. Mais elle prend une toute autre tournure que ce que j'envisageais. En effet, Ramos, sans obtenir explicitement des aveux de Medley, obtient l'assurance de ce que ses soupçons étaient fondés. Ayant parfaitement compris la psychologie du tueur, quand celle de sa propre femme lui était totalement inaccessible, il l'incite sans un mot à mettre lui-même fin à ses jours. Il s'en va, et Medley se tue en hors-champ. Ultime séquence, Walter Pettyjohn rapporte à son subordonné Frank Ramos, de retour de congé maladie, le suicide de son suspect préféré, et Frank Ramos, peut-être revenu de tout au point où il en est, fait l'innocent. Fin. Qu'en pensez? J'ai été décontenancé, ce qui ne signifie bien sûr pas que ma fin était meilleure. Bones s'est rencontré une histoire, lui. Reste que j'ai trouvé cette conclusion étonnamment positive, au point de m'interroger sur les motivations de l'auteur. S'agissait-il de faire en sorte que le roman se finisse bien malgré tout? Le novelliste au travail sur un roman a-t-il succombé à l'attrait d'un ultime twist, d'une chute qui viendrait contredire les attentes du lecteur manipulé? Ce serait sans doute de bien mauvaises raisons, mais il pourrait y en avoir de très bonnes, ce que souligne peut-être l'ironie d'un Ramos obtenant de l'homme qui aurait dû le tuer qu'il se tue lui-même, autant dire de jouer sur son propre terrain et avec ses propres armes, quelques cachets en l'espèce. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment apprécié La Bête de Miséricorde, peu importe mon indécision quant à la conclusion. Polar solide, divertissement efficace, conçu avec une grande habileté, notamment outre le déroulé de l'enquête, au travers d'une dimension chorale très bienvenue et très bien menée, avec des narrateurs qui ont tous leur âme et leur voix. Il est aussi très solide au fond, au travers d'un sous-texte jamais simpliste, mais le plus souvent très pertinent et parfois bouleversant. Car à partir du moment où le roman vire du policier à la tragédie, suivant une pente forcément fatale, il prend le lecteur aux tripes, littéralement. On dépasse alors le sourire de connivence que suscitait l'attaque en force et la chute du premier chapitre, on ne sourit alors plus du tout. Il y a cette même conscience d'être manipulé par quelqu'un qui sait y faire, mais dans un tout autre registre et pour un effet très violent. Bilan plus que favorable donc pour ce roman dont l'argumentaire de l'éditeur dit qu'il fait partie de ces petits bijoux de roman noir des années 50, ce qu'il est bel et bien en définitive. Et encore une occasion de plus d'apprécier le talent de Frederick Brown, auteur génial, rusé et profond, à la palette étonnamment vaste.